Hop, ok. On va pouvoir commencer. Encore merci à toutes et tous et bienvenue pour ce premier encart du réseau de la saison 2023-2024 qu'on va consacrer aujourd'hui à la thématique robotique médiation, notamment à l'occasion de la RoboCup qui s'est tenue en juillet dernier dans la région. Aujourd'hui, pour traiter de cette thématique, on a la chance de recevoir trois intervenants hyper intéressants avec des parcours complémentaires. Olivier Ly, qui est professeur des universités, à l'Université de Bordeaux, au Labri, qui était coprésident du comité d'organisation de la RoboCup 2023. Laurent Verdier, qui est ingénieur d'accompagnement des porteurs de projets au pôle mobilité enseignement supérieur à l'agence Erasmus Plus France et qui est aussi président de l'association Électron Libre, qui vise à faciliter l'accès aux sciences à tous les jeunes. Et enfin, on reçoit aussi Cédric Massard, qui est développeur informatique, membre de l'association Team Group Lab, association qui propose des ateliers d'initiation à la programmation pour les 8-12 ans, entre autres, et aussi qui est président du CCSTI, Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Limoges, qui est Récréation. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Je rappelle très brièvement le déroulé. Chacun de nos intervenants va avoir 15 minutes de présentation, grosso modo, et prendront la parole les uns après les autres. Pensez bien à noter les questions, les remarques éventuelles que vous aurez pour pouvoir les partager à la fin. On va se garder un petit quart d'heure pour que voilà, vous puissiez prendre la parole, interagir avec les intervenants et puis aussi, bien sûr, interagir entre vous, partager rapidement vos expériences, etc. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger toutes et tous ensemble voilà, pour essayer de traiter de cette thématique-là. Tout simplement, si vous souhaitez prendre la parole à la fin du rencard, je vous demandez d'utiliser la fonctionnalité lever la main voilà, que vous pouvez voir en haut de votre écran normalement. Vous avez une petite main levée sur laquelle vous pouvez cliquer pour que vous puissiez apparaître en surbrillance et que on puisse vous donner la parole. Sans transition, je vous propose de démarrer avec Olivier Ly, si vous voulez bien. Ok. Je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est parfait. Ok, alors je vais suivre le plan que vous m'avez proposé, hein, c'est-à-dire d'abord d'écrire les recherches qu'on effectue au Labri, ensuite de l'intérêt des actions de médiation auprès du grand public, et puis je ferai un retour sur la RoboCup. Alors je suis enseignant-chercheur hein, à l'université et je m'occupe en particulier de l'équipe Roban de robotique, qui est du Labri, le laboratoire de l'informatique, campus bordelais, qui regroupe Anserbe, T, université, voilà. Et dans cette équipe, on s'occupe de robotique autonome en particulier. Alors, on spécifie l'aspect autonome souvent parce que y a des robots qui sont plus ou moins autonomes. Euh, un bras chez Renault, par exemple, qui va faire tout le temps la même soudure, a un degré d'autonomie relativement limité. Bien que l'autonomie, c'est bien sûr un gradient. Hein. C'est-à-dire entre ça et un robot qui évolue tout seul, il y a tout un gradient d'autonomie, de robots qu'on contrôle avec diverses interfaces, avec un degré de précision divers. Alors on a on a plusieurs directions dans l'équipe. L'une d'entre elles étant la robotique humanoïde. Concrètement, les robots à pattes, et notamment avec une morphologie humanoïde, concrètement deux jambes, deux bras, voilà l'image de l'homme. Hein. Euh, voilà, et puis on illustre notamment avec la RoboCup, j'en reparlerai. On s'occupe aussi de robotique d'exploration, et en particulier de robotique agricole, en développant des robots autonomes qui font des tâches dans l'agriculture. Et puis, on explore depuis quelques mois, la robotique spatiale également. Alors, la robotique humanoïde, je commence par ça.
Bon, d'abord, les motivations de ce champ de recherche sont diverses, hein. On peut penser que les robots humanoïdes, dans l'avenir, pourront rendre un certain nombre de services. Ils ont, avec des pattes, ils sont éventuellement plus versatiles, comme les hommes en fait, hein. Ils peuvent utiliser les structures, les infrastructures humaines. Voilà, mais au-delà de ça, les hommes ont cherché à fabriquer des machines à leur image depuis des centaines, voire même des milliers d'années. C'est une problématique qui existe et qui existe en nous, hein, d'une certaine façon. Et nous, roboticiens humanoïdes, on ne déroge pas de ça. Donc, la motivation est une motivation d'une certaine façon intrinsèque. Avec un certain nombre de difficultés, la principale étant de marcher, en fait, de se déplacer. Tenir debout et pouvoir se déplacer, sachant que la marche, la course ou la locomotion sur plusieurs pattes, en fait, c'est plutôt une chute perpétuelle, en ce sens que le système, si on le considère comme une machine, et c'est une machine, hein, est naturellement instable du fait qu'il porte la majeure partie de son poids dans le haut du corps, ce qui, d'un point de vue physique, est tout à fait étonnant, en fait. Si on voulait stabiliser facilement un robot humanoïde, on lui mettrait des haltères sur les pieds et puis il tiendrait comme un bilboquet, un culbuto plutôt, de façon naturelle. Enfin bon, évidemment, ça irait à l'encontre de l'efficacité, hein. Si vous faites des randos et que vous essayez de mettre votre sac à dos sur les chevilles, vous irez sûrement moins loin. En tout cas, ce sera plus facilement. Donc, cette idée de transporter le centre de gravité à une certaine hauteur, en fait, se traduit vraiment par une certaine efficacité, mais aussi une difficulté de contrôle. Et aujourd'hui, en tout cas, on ne voit pas, bien sûr, il y a des vidéos, hein, il y a des labos qui font des démos et qui atteignent des prototypes très, très efficaces, mais cela dit, on n'en est pas à un degré de maturité si avancé, en tout cas suffisamment avancé pour voir les robots humanoïdes dans la vie de tous les jours, un peu partout, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, donc ça c'est la partie humanoïde, hein. La partie, alors, on participe à la RoboCup, donc pour nous, un benchmark en fait, hein, une façon de se tester, c'est participer à la RoboCup et c'est jouer au foot. Le foot, alors non pas qu'on tient absolument à faire des joueurs de foot robotique, mais le foot en lui-même est un cas d'application qui regroupe pas mal de choses, de la difficulté liée à l'intelligence motrice, la locomotion, faire des gestes difficiles comme taper dans la balle ou se relever, mais quand même assez naturels finalement. Il n'y a pas d'outils, hein, par rapport à d'autres sports. Voilà, donc ça nous intéresse, et ce cadre de travail qui est mis en place par la RoboCup, hein, finalement constitue un bon test pour ce type de recherche. J'en profite pour dire d'ailleurs que c'est une compétition, même la plus grosse compétition au monde, hein, de robotique humanoïde, mais c'est avant tout une compétition, c'est-à-dire que c'est pas si sanglant. Les équipes de notre ligue, les équipes avec qui on concourt, en fait, c'est des collègues, et tout au long de l'année, on échange avec eux, on fait des workshops, on échange des étudiants, on échange des collègues même. Je vais en voir en Asie dans un mois. Voilà. Mais l'intérêt de faire une compétition, au-delà de faire un classement, c'est d'avoir des prototypes qui ont un degré de maturité suffisant pour marcher au coup de sifflet. Et publiquement. Ce qui en public est très différent, ce qui sur le fond est très différent d'une démonstration filmée. En recherche, en robotique, quand on est chercheur en robotique, on a l'habitude de faire des démonstrations filmées. On envoie des papiers, on résout des problèmes et on fait une démonstration filmée. C'est bien sûr un gage d'existence de la technologie, c'est-à-dire on sait la faire marcher. Mais bien sûr, en prototype, avant de réussir sa démo, eh ben, on recommande plein de fois. Voilà, on n'a pas la robustesse, on ne s'impose pas la robustesse, en tout cas,
nécessaires à l'usage dans la vie ou à la fabrication d'un produit. Et ça, quand on est dans un cadre de compétition, eh ben ça, on se l'impose. Parce que si ça ne marche pas au coup de sifflet, ben on passe son tour et on revient l'année suivante. Donc là, il y a un degré de robustesse qui est très important dans notre cadre de travail et dans l'idée de faire la RoboCup. La robustesse qui fait d'ailleurs l'objet d'un gros projet dont je m'occupe à l'Université de Bordeaux et autour, plutôt sur le campus bordelais, avec plein d'acteurs différents, hein, IA, Watt, ainsi de suite. Robustesse de la locomotion, robustesse de la perception et robustesse de la décision. On voit souvent un robot comme un cycle perception, décision, action. C'est même d'ailleurs l'essence, alors pas de la robotique, hein, ça va au-delà, hein, mais en tout cas, c'est les grandes composantes de compétences d'un roboticien. C'est-à-dire que un robot, il commence par percevoir, hein, percevoir avec des capteurs, à commencer par la caméra, s'il en a une, lidar, ainsi de suite. Ensuite, il décide quoi faire à divers niveaux. Il décide à un niveau élevé, je vais me rendre à tel endroit, mais il décide aussi à très bas niveau. J'ai fait un pas, je vais faire un deuxième pas, où est-ce que je pose mon pied? Et les deux sont très difficiles, et même plutôt le bas niveau est peut-être plus difficile. En tout cas, c'est cet étage de décision, il a longtemps relevé de l'automatique, et puis maintenant, de plus en plus, il relève de l'IA. J'en parle parce que, bien sûr, dans l'équipe, hein, c'est un truc qui nous obsède, hein, mais la robustesse, encore une fois, est un truc difficile dans l'IA. Ce qui caractérise les algorithmes, en tout cas de ce champ qu'on appelle l'IA, et les algorithmes qu'on utilise, c'est des algorithmes qui font de l'apprentissage. Donc ça veut dire on tire automatiquement l'algorithme qui va être implémenté d'un ensemble de données pas vraiment structurées, en tout cas pas comprises. Voilà. Et on en tire un algorithme qui lui-même non plus n'est pas compris en général. Il peut être efficace, on peut le mesurer, on peut avoir une approche expérimentale dessus, mais c'est très difficile d'avoir une approche déductive de telle sorte à avoir une assurance complète que tel ou tel algo qui a appris va marcher de la même manière déjà d'un produit à l'autre ou va tout simplement remplir la tâche dans 100% des cas. Ça, on n'en est jamais sûr. Ce qui, à contrario, est plutôt le but quand on fait de l'ingénierie basée modèle, hein, on va dire, en faisant des maths, la physique. Voilà. Donc ça, sur la robotique humanoïde. Et puis ensuite, on fait de la robotique autonome toujours, mais agricole. Là, c'est beaucoup plus appliqué. On utilise des robots qui désherbent, par exemple, et qui viennent pallier qui viennent s'opposer à l'usage de la chimie, typiquement, pour désherber, par une action mécanique et précise. Donc là, on tire profit de l'IA, bien sûr, hein, pour la perception, de la géolocalisation et de l'embarquer pour fabriquer des machines qui, aujourd'hui, sont en capacité de désherber les maintenant immenses productions de bio, typiquement, pour lesquelles, en fait, bien sûr, on n'utilise pas de produits et pour lesquelles les gens ont beaucoup de mal, énormément de mal à trouver de main-d'œuvre. C'est un boulot difficile. Voilà. Allô? Je ne sais pas. Je crois que ça a coupé. Vous m'entendez? Ouais, on vous entend bien. M'entendez là? Oui, oui, Ah oui, tout à bon, fait. super. Voilà. Alors la RoboCup sur l'édition 2023, on en est très content. Voilà, c'était l'échelle est grande, hein, 25 000 mètres carrés, 2500 roboticiens, 15 000 visiteurs, beaucoup d'installations. Donc, on a été en première ligne pour l'organisation et c'est découvrir le monde de l'événementiel n'a pas été sans douleur, mais en tout cas, on s'en est sorti. Voilà, on a pu voir des robots dans beaucoup de champs d'application qui ne se limitent pas du tout au foot, hein, bien sûr, mais des robots de service à la maison, des robots d'exploration et de sauvetage, des robots logistiques aussi, des robots industriels, et bien sûr, et je ne sais pas si ça doit être une transition, tout le volet éducatif
liée à la RoboCup Junior, c'est-à-dire que la RoboCup, qui initialement est une compétition plutôt de chercheurs, s'est développée depuis 15 ans avec un volet pédagogique dans lequel des élèves du monde entier viennent concourir sur des épreuves qui sont les mêmes épreuves que les chercheurs, mais en bien sûr simplifié. Et pour laquelle Laurent Verdier, par exemple, est très impliqué. Il nous en parlera sûrement beaucoup plus. Voilà, donc à la RoboCup, il y a eu donc, toute cette compétition, et puis on en a profité pour faire une fête un peu de la robotique, hein, avec un volet industriel, avec Naya. On a eu un certain nombre de boîtes du coin, la plupart en fait, qui sont venues exposer leur production. Un volet pure recherche, où on a eu quelques colloques, plusieurs colloques, sur Ross, organisé aussi par le GDR national. Voilà. Écoutez, ce que j'avais à dire pour lancer la discussion. Je ne sais pas si je suis tenu dans le temps. Merci Olivier. Ouais, au niveau timing, on est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, hein, comme on disait tout à l'heure, pour les poser à la fin à Olivier. On pourra, je pense, notamment revenir sur le volet éducation dont vous parliez. Je vois, Sarah, aussi que vous êtes avec nous aujourd'hui, et que la Ligue aussi a pris part à l'organisation. Donc peut-être que vous aurez des petites choses à compléter en plus. Laurent, si tu veux bien, on te laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Eh bien, vous m'entendez? Parfait. Ouais, c'est bon. Donc alors je vais partager l'écran. Alors c'est pas en mode un instant, hop ça. Alors, j'ai fait un petit diapo support pour pas me perdre parce qu'il faut respecter le timing. Alors vous me dites dès que vous l'avez? Ouais, c'est bon, on a votre création, ouais. Et bon, très bien. Alors donc, je vais commencer par me présenter. Alors je ne suis pas le président d'Electron Libre. Bon, je suis un des cofondateurs en fait. Je suis, c'est moi qui m'occupe principalement de tout ce qui est activité robotique dans cette association. À la base, donc, je suis enseignant de sciences physiques appliquées. Alors, les sciences physiques appliquées, c'est les sciences physiques, mais destinées plutôt à l'enseignement industriel. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, j'ai enseigné donc, dans les filières STI, STI 2D, puis à l'époque, qui était les bac F, mais moi, là, j'étais pas encore, ainsi qu'un BTS où je faisais donc, j'enseignais à destination des BTS électronique et informatique. Et je faisais justement, c'est un peu quand on parle de la médiation scientifique, j'enseignais aussi la physique en allemand, donc pas du tout le même public, parce que là, c'était les classes euros. Et c'est là aussi où on a pu faire quelques projets. Justement, dans le cadre de l'enseignement de la physique en allemand, c'est pour motiver, parce que déjà, il faut quand même être assez motivé pour faire la physique en allemand. Donc, ce qu'on faisait, c'était aussi, on s'est lancé dans des gros projets scientifiques. Donc, par exemple, c'était avec faire des projets avec les jeunes où ils avaient fait un programme en Python qui était en collaboration avec NES et qui avait été testé par Thomas Pesquet quand il était dans l'ISS. Ensuite, on a fait différents concours qui étaient portés par les entreprises. Et ensuite, pour finir, bien sûr, sur la RoboCup, la grande aventure de la RoboCup Junior, qui a commencé donc en 2018, justement, sur l'Académie de Bordeaux, où mes élèves ont eu la chance de gagner la première compétition, la chance ensuite de participer au championnat du monde à Montréal. Et de suite, bien sûr, dès qu'il y a de la réussite et dès qu'on bouge un peu les jeunes de cet âge-là, c'est quand même très, très moteur et ça nous a fait venir beaucoup de public. Et ça nous a permis aussi de monter un niveau, c'est-à-dire que l'année suivante, on a eu un titre de champion de France sur un stage de champion. Donc, je vous présenterai ensuite les différentes ligues. Champion de France sur une autre ligue qui était soccer, et on a pu partir au championnat du monde à Sydney. Et pour finir, donc, on a pu monter donc une dernière équipe, parce que bon, je ne suis plus enseignant, où là, on a été à Bangkok, et là, ça c'était super. Mes jeunes, mes anciens élèves ont réussi à décrocher le titre de champion du monde. Voilà. Et actuellement, donc, je travaille maintenant à l'agence Erasmus. L'agence nationale, en fait, est située à Bordeaux, derrière la gare à Belsier, où je suis chargé, de par justement le nombre de projets que j'ai fait au niveau scientifique et à destination des étudiants principalement de BTS, je suis chargé de développer tout ce qui est mobilité dans l'enseignement dans les lycées, mais à destination des étudiants, c'est-à-dire les BTS comme le CPGE, et à terme aussi les parcours professionnels pour les PPPE, pour les futurs professeurs des écoles. Voilà.
Donc, présentations sont faites. Alors maintenant, Electron Libre, en fait, c'est une association que nous avons montée en septembre 2019, c'est-à-dire que nous étions rattachés à un établissement. Moi, j'étais enseignant dans un établissement. Ça posait des problèmes administratifs parce que dès qu'il faut partir comme ça à l'étranger au pied levé, parce que bon, quand on est qualifié, bon, on le sait un mois à l'avance, mais un voyage scolaire un mois à l'avance, c'est compliqué, surtout quand c'est de l'autre côté du monde. Sydney, ça avait été quand même une sacrée aventure. On s'est vite rendu compte qu'on avait de nombreux freins, ne serait-ce qu'au niveau des partenariats que l'on pouvait mettre en place. C'est-à-dire que si on veut mettre un partenariat avec une entreprise en place en passant par un établissement public, ça peut poser problème en termes de sponsoring et de mécénat. D'où le montage de cette association pour un peu être plus libre, c'est pour ça qu'on l'a un peu appelé Electron Libre, et pouvoir aussi ne pas recruter que les élèves d'un établissement scolaire, on était sur Pau, mais de plusieurs établissements scolaires et quelles que soient donc les filières. C'est-à-dire que moi j'étais à la base sur le lycée Saint-Cric, mais bon, le but c'était aussi de rayonner sur Barthou, sur Saint-John et même sur les collèges et lycées. C'était vraiment de pouvoir toucher plus du public. On a eu la chance dès le début d'être soutenu par la région Aquitaine, qui nous a, c'est dans ce cadre-là que j'avais fait la connaissance de Simon d'ailleurs, qui nous a donc financé pour les premiers achats de matériel. La chance aussi d'être accueilli par la Technopole de Léopard, on a eu mis à disposition des locaux gratuits, ce qui n'était pas du tout évident, et par la CSSTI aussi, Sciences Odyssée Pau, donc la Codyssée, qui de suite a suivi notre projet. Grâce à tous ces partenaires, on a trouvé du financement parce que mine de rien, il fallait trouver du financement parce que le choix aussi, c'était de donner l'accès à tous aux nouvelles technologies. Bon, Olivier l'a dit, les robots, ça coûte cher. Pour eux, ça coûte encore beaucoup plus cher que nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut avoir un robot qui pour participer à une compétition ou faire un petit concours, très rapidement, on atteint 300, 400 euros, plus après tous les outils pour pouvoir le tester, c'est-à-dire imprimante 3D, plus les fers à souder, les composants électroniques. Voilà, de suite, ça coûte très, très cher. Voilà. Et nous, le but, c'était que quels que soient les jeunes qui veuillent venir, ils puissent venir. Et là, on a fait une inscription à 10 euros. C'est-à-dire que c'est vraiment symbolique. C'est tout simplement pour montrer qu'il y a une inscription, qu'il y a une forme d'engagement. Dans les projets, on a fait différents projets. Alors, c'est des projets Erasmus. Moi, je n'étais pas encore à l'agence Erasmus, dont le plus gros a été un partenariat avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Donc, Sarah est ici. On a beaucoup travaillé ensemble avec Sarah sur ces robots. Ça a duré de 2019 jusqu'à cet été, de 2023, 4 ans. On a commencé à l'écrire pendant le Covid, donc 3 ans. Et ça a été très, très, très compliqué, très lourd, parce que bon, c'était un gros projet à près de 400 000 euros, où le but, c'était de développer des kits robotiques et des tutoriels et des supports de cours associés pour que la robotique, justement, puisse être diffusée dans les associations, dans les écoles primaires, dans les collèges, lycées, à travers toute l'Europe, et quels qu'en soient les moyens. C'est-à-dire que l'on puisse fabriquer ces robots avec des matériaux recyclables en bois, avec des composants qui sont réutilisables et avec tout un tutoriel qui soit autant destiné à des petits, c'est-à-dire on commençait avec du primaire pour finir jusqu'au lycée et même du post-bac, parce qu'en fait on a été rejoint dans cette aventure par MathWorks qui nous a proposé de faire des bibliothèques dédiées. Voilà. En parallèle, donc, je travaille pas mal aussi avec, je connais bien Olivier, avec l'Université de Bordeaux et en particulier l'UT Info, où il y a un collègue d'Olivier qui a développé un kit de robotique pour faire du soccer, du foot, sans avoir justement à investir de matériel. Parce que le frein quand même à la robotique, c'est quand même mine de rien la finance. Et avec la problématique, pour ceux qui ont fait de la robotique, vous l'avez sans doute rencontré, c'est que les jeunes passent beaucoup de temps à faire du matériel et très peu de temps à faire de la programmation. C'est-à-dire que la mise au point est très très longue, on rencontre beaucoup de bugs matériels et quand on arrive près de la compétition, que se passe-t-il? On fait la programmation et c'est souvent là où il y a vraiment un peu de gâchis, quoi. Et l'intérêt justement du projet qui a été fait par l'UT informatique, donc par Grégoire Passot, c'est qu'on fournit les robots de foot, il n'y a plus qu'à faire de la programmation dans un langage qui maintenant est le langage quasiment standard de l'éducation, qui est le Python. Et ça aussi, ça nous permet de travailler avec des collèges, avec des lycées. Alors les écoles, pas encore. J'attends qu'un des collègues, donc d'Olivier et Patrick, fasse du bloc pour faire ça. Mais à titre d'indication, quand on était au Portugal au championnat d'Europe, l'équipe première, c'était l'UT. Seconde équipe, c'était des collégiennes de Bazas. Et troisième équipe, c'était une école d'ingénieurs de Bordeaux. Et ça, vraiment, c'était super parce qu'en fait, ça permet justement, cette approche de la robotique permet vraiment de mélanger tous les publics, toutes les compétences. Et c'est un peu l'objet de notre association. Et aussi, donc, pour développer tous ces projets, on prend régulièrement des stagiaires, que ce soit des BTS ou
Dernièrement, quand même, c'était plutôt axé élève-ingénieur, parce qu'on avait un peu monté le niveau en termes de développement et de besoins aussi. Parce que bon, prendre des stagiaires, c'est une chose, mais bon, après, il faut pour qu'on puisse leur donner à manger pour qu'ils fassent donc des actions qui correspondent aux attentes de leurs études. Pour les jeunes, je vous l'ai dit, donc c'est l'apprentissage de la gestion de projet aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans une aventure comme la RoboCup, c'est en termes de gestion de projet, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a la recherche de financement, il y a la communication, il y a la timeline à respecter, ce qui n'est jamais respecté avec des jeunes, même des fois avec les plus anciens. Donc tout ça, pour les jeunes, c'est très formateur. Et aussi, par exemple, l'expression en public. Vous avez dans la RoboCup, par exemple, sur les juniors, les jeunes, qui c'est sur la compétition on stage, doivent se présenter, doivent parler en anglais, en français, ainsi de suite. Il s'avère qu'après, ces jeunes-là, quand on les met devant des jurys, alors nous, on a été assez bluffés, mais quand on les a mis devant des jurys, quand ils ont passé le bac ou quand ils ont passé le BTS, ils étaient beaucoup plus difficile à déstabiliser parce que bon, mais ils avaient connu autre chose. Alors, bien sûr, tous n'ont pas la chance de pouvoir intervenir devant un jury international de l'autre côté du monde, hein. Mais c'est vrai que ceux qui ont eu cette chance-là, après, bon, au niveau de l'oral, de l'expression et de la confiance en soi, c'était extrêmement important. Sachant que nous avions un mix d'élèves, d'étudiants. La barre de la RoboCup, c'est 19 ans. Donc 19 ans, en fait, pour les juniors, ça permet autant de toucher des lycéens que des collégiens, comme des élèves de première année de classe prépa, comme de BTS, et ainsi de suite. Après, bon, les limites de ce type de projet et de cet engouement que l'on crée auprès des jeunes, c'est parce qu'il y a une compétition à la clé. Et c'est vrai que on a aussi essayé de créer donc des projets, des projets d'études. Là, on a beaucoup plus de mal à accrocher les jeunes. Eux, ce qui les intéresse, c'est aller en découdre avec d'autres, quoi. Même s'il faut que, bon, pour la RoboCup, que je vais vous présenter, c'est en découdre d'une manière totalement pacifique. On est loin des robots de M6 qui se déglinguent là. On en est vraiment très, très loin. Voilà. Alors ensuite, la RoboCup, donc la RoboCup Junior, c'est la première manifestation, du moins les premiers essais ont été faits en 98. Donc, comme je vous disais, en 2018, ça a été à Bordeaux, c'était lors des RoboMaker Day. Ça a lieu régulièrement, c'est souvent à l'ENSERB, donc c'est un bâtiment très agréable parce qu'il y a ce qu'ils appellent la rue, on peut tout mettre en place. Et ensuite, donc, il y a le national qui a lieu, donc, jusqu'à maintenant, ça a toujours eu lieu à Bordeaux, au Parc des Expos, pendant la foire. Et après l'international où, avec mes élèves, on a pu aller à Hanovre, au Portugal, et l'international où on a fait Montréal, Sydney, Bangkok, et dernièrement Bordeaux. Alors, les trois ligues, vous avez donc du soccer, du rescue et du on-stage. Alors, je vous mets les photos sur la diapo suivante. On-stage, vous voyez, c'est la photo donc, du centre. Vous avez des jeunes qui sont sur scène et qui présentent un spectacle utilisant des robots. Comme le disait Olivier, la RoboCup, la particularité, c'est que les robots sont autonomes. C'est-à-dire que même pour les jeunes, du moment où ils placent le robot sur scène, ils n'y touchent pas. Alors, des fois, c'est tragique parce que le robot, il fait rien. Sauf que ils n'ont pas le droit d'y toucher. Alors, bien sûr, ils peuvent y toucher, mais il y a des pénalités. Vous avez en dessous, la photo du dessous, c'est donc du line. C'est un robot qui doit suivre une ligne. Alors, du rescue line, c'est là toute l'importance, et qui doit suivre une ligne pour aller dans une enceinte où il y a des victimes à sauver. Et complètement à droite, vous avez le rescue maze, où encore une fois, donc c'est un robot qui va, c'est un peu un scénario Fukushima, qui va assister donc des victimes dans un environnement où des humains ne pourraient pas se déplacer. Et pour nous, ça, je pense qu'au niveau éthique, c'est très, très important parce que, comme l'a souligné aussi Olivier, les humanoïdes, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire en termes de robots. Là, franchement, pour les jeunes, on est au service, soit on fait du spectacle, soit du foot, soit au service de la personne pour les aider dans un environnement sinistré. Et ça, quand même, je trouve que c'est extrêmement important. Alors, je me suis amusé à mettre la photo un peu à gauche, là, en bas à gauche. C'est un élève à Bangkok qui, sur son lit, câbler une tortue, on faisait les derniers montages, et c'est ça la RoboCup. La RoboCup, c'est quoi? C'est des jeunes qui, un mois avant, vont travailler comme des fous, c'est-à-dire jour et nuit. Nous, à l'hôtel à Bangkok, je pense qu'ils devaient dormir 3-4 heures par nuit pendant une semaine, on les a récupérés vraiment en morceaux. Et en plus, qu'ils sont en autonomie. Parce que bon, le problème de la RoboCup Junior, c'est que ce n'est pas un concours de profs. Il y en a certains les enseignants qui jouent un peu leur carrière, on a l'impression, ce qui est complètement ridicule. Et on le voit sur scène quand il y a des remises de prix, où vous avez des jeunes qui ont un prix et qui sautent de joie, qui sont surpris et qui sont très heureux, quand d'autres sont complètement amorphes. Et là, on voit qui est-ce qui a travaillé derrière. Donc ça,
c'est aussi quand même quelque chose qui est très, très important, c'est que c'est un concours d'élèves où il y a beaucoup d'entraide entre les élèves, parce que les élèves, pendant la compétition, sont isolés. On n'a pas le droit d'aller les aider en tant que mentor, mais par contre, ils s'aident entre eux. Ils se prêtent du matériel. Par exemple, là, à Bangkok, on a été champion du monde grâce à un capteur, qui est quoi, du moins un module de transmission, qui avait été prêté par l'équipe allemande, qui l'équipe allemande a fait second. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas prêté ce module, ben, ils auraient été peut-être premiers. Mais à aucun moment, on a senti de la jalousie, de l'animosité. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment un esprit qui est très particulier au niveau de la RoboCup et de cette compétition. Voilà. Ensuite, donc, bien sûr, je serai là pour vous répondre à toutes vos questions pour la suite, hein. Je vais vous parler un peu de mon boulot d'Erasmus, parce qu'en fait, Erasmus, c'est un sacré support pour tout ce qui est scientifique. C'est-à-dire que ça permet de faire des mobilités pour les enseignants, alors les personnels, mais ça peut être bien sûr les enseignants, les élèves et les étudiants à travers l'Europe. Soit des mobilités d'études, soit des mobilités de stage, mais aussi des mobilités de projets. C'est-à-dire que avec le projet que l'on avait monté avec Sarah, c'était un projet de développement d'un kit robotique. Nous sommes partis avec des jeunes en Italie. Nous sommes partis aussi, donc, alors je ne me rappelle plus si on les avait amenés au Portugal, Sarah, tu me dis, je ne me rappelle plus. Parce qu'en fait, on a été vraiment bousculé par le Covid, malheureusement. On l'a monté pendant le Covid en disant, bon, après, c'est fini, on se lance. Mais malheureusement, le Covid, ça a duré un peu plus longtemps que l'on pensait. Et on n'a pas pu aller à tous les endroits où on voudrait aller. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, quand on est allé à Naples, on a amené des publics vraiment très, très variés, c'est-à-dire des jeunes qui venaient, je me rappelle, du fin fond des Landes. Alors, je dis ça, j'ai habité dans les Landes, hein, mais qui étaient adorables, qui nous ont même fait rire, pour qui la robotique, c'était complètement nouveau, mais après, qui étaient motivés à fond pour en faire, comme des élèves de terminale scientifique qui, eux, étaient déjà plongés là-dedans, ou des élèves ingénieurs. Voilà. Et ça, donc, ça nous permet, et ça, je trouve que c'est vraiment, à travers des projets Erasmus et à travers des projets scientifiques et de la robotique, on peut comme ça mixer les publics et c'est extrêmement important. Et ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Erasmus, l'argent qui est donné par Erasmus, il est donné par la Commission européenne pour développer des projets, pour en quelque sorte aussi favoriser la cohésion européenne, ainsi que quand on connaît quelqu'un, on est moins apte à lui en vouloir ou à avoir des griefs. Donc, c'est extrêmement important. Et du coup, le projet qu'on a monté là avec Sarah, le projet Erasmus, tout simplement, c'était avec des partenaires de la RoboCup qu'on avait rencontrés lors des différentes compétitions. Et c'est vrai que ça donne envie de continuer, ça donne envie de tous ces jeunes de les voir se rencontrer, de prendre plaisir aussi, et avec des financements qui sont à la clé. Voilà. Donc, après, je ne veux pas monopoliser la parole parce que je n'ai pas regardé l'heure, Simon, je ne sais pas. Ouais, on est pile poil 15 minutes, c'est parfait. Yo! Bon, écoutez, de toute façon, Super. après, je suis là pour toutes vos questions. Voilà. Oui, merci beaucoup. Et notamment après, s'il y a des personnes qui ont des questions sur les modalités portage de projet Erasmus+, etc., Laurent, si tu veux bien, je mettrai ton adresse mail aussi Il n'y a pas de souci. aux participants pour qu'ils puissent Il n'y a pas de souci, je les mettrai te en contact contacter. parce que c'est avec les différentes personnes selon les projets qu'ils voudraient développer. Super, merci beaucoup. Cédric, on passe à ta présentation. Hop, ton micro est toujours coupé. Super. Non, pas super. Est-ce que c'est bon là? Ouais, c'est bon là. Merci. J'avais pas compris que c'est moi qui pilotais le micro. On perd les habitudes, hein, ça va vite. Alors bonjour, moi je me présente, donc je m'appelle Cédric Massard, donc je suis développeur informatique basé sur Esther Technopole à Limoges, dans une société qui s'appelle Team Group. Alors moi je vais vous parler principalement de notre association qu'on a créée à travers cette société qui s'appelle Team Group Lab. Alors, là, vous avez donc en photo l'équipe. Donc, mon collègue. On n'a pas ta présentation, Cédric, excuse-moi. Ah bon? Ouais. Alors, on recommence. Ah oui, tu sais ce qui s'est passé, c'est quand j'ai mis le micro, je ne l'ai pas lancé. Alors, je ne suis pas un expert de Teams, c'est pour ça. J'ai plus l'habitude des autres. Est-ce qu'on me voit là? Ouais, là, c'est bon. Ah ouais, excusez-moi. Super. Donc voilà, alors là c'est pas mal. Donc alors Team Group Lab, donc l'association. Donc alors excuse-moi Cédric, là on a un écran noir pour le coup. Non. Ouais, reste en. Ça marchait bien tout à l'heure. Ouais, ça marchait tout à l'heure. Je sais pas. T'es en double écran ou pas? Je suis exactement comme tout à l'heure. Je n'ai rien fait. Hein. Okay, je t'assure. Je n'ai vraiment rien fait de plus. Je saurais pas dire. Bah pareil. Voilà, c'est toujours mon problème avec ce petit bidule de. Je suis confus. Je recommence. Ouais. Là, vous voyez la présentation? Ouais, on peut rester comme ça. On va rester comme ça, voilà. Ouais, parfait. Merci. Super.
Donc là, l'équipe donc de Team Group Lab se compose de Guillaume, qui est mon collègue, un de mes collègues, de Virginie, que vous voyez au milieu avec moi, qui est aussi une collègue donc, développeuse, hein, donc un développeur, une développeuse, et donc Annabelle Picot, avec qui on a mis en place ce projet-là. Et alors là, c'est très important parce qu'on a au départ mis en place ce projet à travers deux structures qui s'appellent Museumix Lima. Donc Museumix, c'est une association qui ont fait des hackathons dans des musées. Et l'Elliptique, c'est une structure qui fédère des entreprises du numérique. Donc on a rassemblé toutes ces structures parce qu'on s'est aperçu qu'en 2015, il y avait donc une réforme au niveau de l'école primaire où on mettait le code, donc le numérique, hein, dès la grande section de maternelle en initiation sur le numérique. Alors évidemment, hein, on sait que quand on est au CP, on ne va pas commencer à coder de manière hardcore. Hein. Par contre, on va commencer à spatialiser. Hein, typiquement, dans un quadrillage, on va avoir un petit loup qui va se déplacer en avant, sur le côté. Donc on va dire qu'on a les concepts du numérique qui commencent à être abordés à l'école primaire. Donc on s'est dit que ça aurait été pas mal d'accompagner les enseignants par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y avait forcément un souci, on va dire, d'initiation aux adultes par rapport au numérique et à la robotique. Alors moi, j'ai eu la chance de faire partie d'Informatique pour tous en 85, où on a eu une informatique à l'école. Alors pour rappel, ce dispositif a été arrêté en 1995, hein, si je ne dis pas de bêtises, et a redémarré en 2015. Donc on va dire qu'on a eu un trou d'air en France d'une vingtaine d'années. Donc on a commencé à travailler donc, avec des enseignants, évidemment, puisque c'était au programme. On s'est aperçu qu'il y avait énormément de ressources qui avaient été mises en place donc sur un projet, quoi, je parlerai tout à l'heure. Et donc on a réalisé comme ça quelques petits ateliers. On a donc, suite à ce, on va dire, à ce succès au niveau de la demande, hein, parce qu'il y a une vraie demande sur ces ateliers robots, on a créé une association qui s'appelle Team Group Lab. Enfin, ce n'était pas l'objectif au départ, hein, on voulait vraiment être fédéré à travers des structures existantes, mais pour simplifier on va dire l'organisation, on a créé nous-mêmes la structure. Alors, évidemment, le sujet qui nous intéresse, c'est d'ouvrir les publics à la pensée informatique. Alors, quand on dit ça, ça paraît toujours un petit peu pompeux, mais c'est vrai que les règles qui concernent l'informatique et le numérique ne sont pas tout à fait les mêmes que le physique. Hein. Quand vous donnez un fichier MP3 à quelqu'un, bah, vous avez toujours votre fichier MP3. Donc là, il y a énormément de choses que le grand public a du mal à intégrer, alors qu'on est dans une société quand même du numérique. Hein. On voulait aussi démystifier, bien sûr, la programmation, hein, parce que qui dit programmation, on dit souvent code, donc complexité. Alors que, évidemment, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que c'est pas si complexe que ça. Il y a des concepts, hein, évidemment, mais que c'est accessible, hein, assez facilement. Donc il y a aussi la reprise de la maîtrise des machines, hein, puisqu'aujourd'hui on est très piloté, et alors je dirais encore plus aujourd'hui, en 2023, avec ce qu'on va arriver avec l'intelligence artificielle. Donc on a vraiment l'impression qu'on est piloté par les machines, alors que c'est nous qui normalement devons avoir le contrôle de ces machines. Et puis un champ qui nous plaît beaucoup, c'est la technologie, hein, c'est-à-dire que le fait de s'approprier la technologie, ça nous paraît essentiel, évidemment, et surtout auprès des jeunes, hein, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Alors, on s'est basé sur des choses existantes. Alors déjà, je tiens à remercier, j'ai jamais eu l'occasion de le croiser, mais je pense qu'il est très connu à Bordeaux, c'est Didier Roy de l'INIRIA, qui a mis en place un projet qui s'appelle INIRobot. Alors pour nous, il a été fondamental, puisque ça nous a permis d'avoir quelqu'un qui était dans l'éducation nationale, qui avait testé des supports, des initiations sur le numérique. Donc il a fait un très très gros travail de vulgarisation auprès des éducateurs. Donc grâce à lui, on a pu s'appuyer évidemment sur des modules, des missions qui étaient réalisées avec ou sans ordinateur, plutôt sans ordinateur, et avec ou sans robot. Et donc il avait beaucoup travaillé sur un robot qui s'appelle Timio, et on s'est totalement emparé de ce support, qui est un robot pédagogique suisse, qui est assez fantastique et qui est surtout tout-terrain. Donc on utilise énormément ce robot pour ses côtés, je dirais, facilité de mise en place, puissance du logiciel, enfin voilà, il est quand même assez extraordinaire, mais je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Alors, suite à ça, ils ont réalisé un bouquin qui s'appelle 1, 2, 3 codé, qui existe en version primaire et en version collège. On retrouve des choses de INIRobot dedans, donc il y a un très très bon support, hein, pour les gens qui veulent vraiment s'attaquer sur le sujet. C'est vraiment un ouvrage pour moi de référence, hein, sur lequel on peut s'appuyer de manière vraiment, surtout dans l'éducation nationale, hein, parce qu'on a les séquences, enfin, on a tout le cadre habituel. Alors, pour rentrer dans le vif, alors comment nous on fonctionne? Alors, on a fonctionné principalement avec ce qu'on appelle des coding goûtés.
Donc, c'est-à-dire, toujours avec la méthode INI-robot, donc on prend les enfants, on les met par 3 avec un robot, et on suit donc toutes les séries de séquences de découverte. Donc, vous êtes un enquêteur, vous travaillez sur le robot, vous vous entraidez. Donc, et ça, on l'a déployé à travers énormément d'événements, hein, évidemment. Donc, la fête de la science, hein, depuis 2018, avec bien sûr des structures professionnelles type l'Elliptique, avec bien sûr Récréascience dans les quartiers avec Connexion. Et récemment, on l'a même fait avec un mini S qui est un public un petit peu plus grand. On a fait ça, donc je crois que c'est l'année dernière. Alors évidemment, on travaille avec plutôt un public de l'école primaire, on va dire CM1, CM2 fréquemment. On a aussi quand même travaillé avec des collégiens, hein, donc ça marche plutôt pas mal. Et puis là, je pense qu'on va arriver maintenant sur une cible qui sera plus lycéen, hein, puisqu'il commence vraiment à y avoir un fond d'habitude et d'organisation par rapport à tout ça. Alors j'avais mis, je crois, voilà, quelques images pour illustrer. Alors là, vous voyez le classique, hein, les robots qui se suivent. Alors ça marche extrêmement bien. Les robots dessinateurs, ça aussi, ça marche extrêmement bien. Annabelle, qui a vraiment l'habitude de travailler avec les enfants et le côté périscolaire, nous a tout de suite proposé de faire vous voyez, ces petites collections de pins qui nous permet comme ça, quand les enfants reviennent, à chaque fois de leur redonner le petit pins. À chaque fois, ils montent comme ça de niveau. Et c'est vrai qu'ils sont très très sensibles voilà, à la collection. Alors on sait bien que les enfants aiment bien repartir avec quelque chose. Alors, suite à ces nombreux, donc on en a vraiment fait beaucoup, hein. Donc suite à ça, on a organisé ce qu'on appelle des super coding goûtés. Alors là, c'est l'échelle supérieure, c'est-à-dire que là, on s'est attaqué aux formateurs, aux éducateurs au sens large. Donc là, c'est ouvert plutôt au public adulte, hein, évidemment, aux jeunes adultes, et on va les former à organiser des ateliers numériques robots à base de Timio. Et donc, on en a réalisé 4 et on a mis en place toute une série de supports. Alors, évidemment, à base de INI-robot et d'autres documents. Donc là, je vous ai mis le lien avec la page qui vous permet de récupérer toutes les ressources, hein, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment orienté pour les gens qui veulent faire cette médiation numérique. Donc ça, c'est vraiment le deuxième champ, puisque nous, étant développeurs, on a évidemment un peu de temps à consacrer pour la transmission, mais ce n'est pas notre métier principal. Donc on accompagne des gens pour qui c'est le métier et qui souvent se retrouvent un peu limités, souvent par peur hein, d'ailleurs du matériel, hein, comme c'était évoqué tout à l'heure. La robotique, ça devient vite voilà, embêtant sur des détails techniques, donc on peut nous vraiment accompagner là-dessus, et puis participer sur des premiers ateliers pour prendre confiance, comme on dit. Donc comme ça, c'est plus facile. Alors récemment, très récemment, c'est l'année dernière, on a organisé donc des coding goûtés, mais beaucoup plus larges, avec du rétro gaming, avec de la cryptographie, sur un public plutôt féminin, tout en bien sûr gardant les garçons pas loin. Hein, parce que vous savez que quand vous organisez des spéciales filles, il faut faire attention, puisque si vous êtes spéciale fille, tout de suite vous allez avoir les papas qui vont râler. Donc on a fait un système où on a pu quand même avoir tout le monde, donc on a compris qu'il ne faut pas trop orienter fille-fille, il faut vraiment le laisser ouvert, même si l'objectif pour nous c'était d'avoir des rôles modèles, c'est-à-dire des filles qui développent ou qui font de la crypto, qui expliquent aux filles leur parcours. Parce que nous, on est quand même peu crédible en tant que mec de raconter nos histoires aux filles en sachant très bien comment ça s'est passé pour les filles. Donc ça, je suis très content qu'on aille sur cet axe-là. Virginie, vous avez vu tout à l'heure, nous a rejoint l'année dernière dans l'équipe justement en tant que développeuse. Hein. Elle n'était pas dans notre entreprise avant. Et c'est vrai que nous, ça nous permet aussi comme ça d'ouvrir le champ, voilà, et d'être un peu, voilà, d'être plus inclusif, comme on dit aujourd'hui. Alors là, je vais avancer peut-être en mode un peu plus concret. Donc le fameux Timio. Donc voilà, donc c'est ce petit robot, donc je pense que tout le monde le connaît. Alors c'est absolument incassable. Donc ça veut dire que ça peut tomber de la table, voilà, il n'y a aucune peur à avoir avec ce type de robot. Pour moi, la grande force, c'est qu'on peut l'installer sur tout type d'OS, hein, évidemment. Donc on peut l'installer sur Mac, Linux, PC. On a les logiciels que vous voyez en bas, là, en mode rapide. Alors le PowerPoint sera partagé. Donc pour moi, le plus extraordinaire, c'est le VPL, hein, c'est-à-dire la possibilité de programmer sans savoir lire et écrire. Donc là, on a le VPL 1 et le 3. Alors ça, c'est fondamental pour l'école primaire. On retrouve Scratch, Blocky, et là, ils ont ouvert en Python, justement, pour être cohérent par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, en mode un petit peu accéléré, on a aussi, bien sûr, la fameuse plateforme Mbot qu'on retrouve au collège, plus. Nous, on l'utilise, évidemment, sur ce public-là, parce qu'ils ont tout de suite envie de bricoler. Parce que le Timio est complètement fermé. Alors, on peut mettre un peu de Lego, on peut bricoler un peu autour, mais c'est pas aussi pratique que cette plateforme-là. On peut utiliser aussi cette plateforme Mbot avec de la mobilité, hein, ce qui est plutôt pas mal avec du Bluetooth, hein, ce qui est plus complexe avec le Timio.
Donc on aime beaucoup cette plateforme. Et encore un projet bordelais, le POPIGR, qu'on utilise aussi. Alors là, c'est plus sur des publics lycées professionnels. Donc là, on est sur un système avec des petits servomoteurs intelligents et une Raspberry Pi. Et là, on voit le petit logiciel qui permet de programmer en Snap. Alors peut-être que je vais dépasser, là je dépasse un peu le temps, je crois. Donc le futur pour nous, c'est d'ouvrir nos travaux sur un club robot. Donc là, vous voyez le type de carte qu'on aimerait utiliser. Donc en mode très rapide, on retrouve la MBIC, l'Arduino à droite, la Playground en haut de chez Adafruit. Donc ça, pour nous, c'est le sujet principal. C'est vraiment de commencer à profiter de cet écosystème qu'on a créé sur Limoges pour passer les vitesses supérieures, puisque quand on fait des ateliers robots en mode plus événementiel ou périscolaire, il y a une vraie envie qu'il y ait une continuité. Et ça, je dirais que ça reboucle tout ce qui a été dit avant sur la RoboCup, puisque là, on va rajouter un fil rouge et un sens pour nous, auprès des publics, pour leur dire on va partir sur un projet qui est par exemple la RoboCup, ou d'autres projets, mais en tout cas de donner des fils rouges, et celui-là me paraît très très bien. Et j'ai eu l'occasion, pour terminer, sur Bordeaux, de faire la EU Rate, donc avec Sarah, et d'aller bien sûr voir la compétition que je n'avais encore jamais vue, et j'ai été fasciné évidemment de tout ce travail, et je remercie vraiment nos deux intervenants, parce que là, on a été extrêmement gâtés. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Cédric. Très très chouette cette présentation avec tes recommandations matérielles. Merci beaucoup, c'est hyper concret. Et merci de montrer aussi que les entreprises peuvent s'investir aussi dans la médiation. Donc c'est intéressant, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, des remarques pour nos intervenants? Si oui, je vous invite à lever la main. En attendant que vous puissiez réfléchir à la formulation. Moi, j'ai une petite question pour commencer. Sarah aussi, si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. C'était sur le volet un peu enseignement, médiation de la RoboCup. On en a parlé très rapidement. Est-ce que Olivier ou Sarah, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui pouvait être proposé au public, des actions concrètes de médiation que les publics ont pu voir en juillet? Je ne sais pas, Olivier, si tu veux y aller. Vas-y. Oui, si tu veux. Alors, il y a eu pour le grand public plusieurs actions. Bon, d'abord, il y a une action qui n'en est pas une, c'est voir les robots en eux-mêmes, les matchs, discuter avec les participants. Ensuite, il y avait bien sûr des choses un peu plus structurées. Il y avait l'EduCamp, d'abord, en tout premier lieu, proposé par le rectorat, c'est-à-dire que pendant 3 jours, des classes ont défilé avec des ateliers organisés par les collègues d'apprentissage de code. De la même façon, le week-end, ça a commencé par des ateliers proposés par des assos, toujours sur les lieux de l'EduCamp. Donc, ces actions-là étaient menées essentiellement à l'attention des enfants, à l'attention du grand public en général. Le samedi ont eu lieu toute la journée des conférences sur la robotique, sur l'éthique, sur la littérature de science-fiction. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour et puis des visites particulières, groupées, ont eu lieu pendant toute la durée de la RoboCup. Alors, la RoboCup Junior, en particulier, c'est un vecteur de médiation très fort, en fait. C'est-à-dire que via la RoboCup Junior, le concept de robot humanoïde, le concept de programmation, le concept d'IA, tout ça rentre dans les familles par les enfants d'une certaine façon. Mais très souvent, les familles sont impliquées et s'intéressent au sujet. Bien sûr, il nous tient beaucoup à cœur parce que dans la robotique humanoïde, il y a robotique et il y a IA. 2 concepts qui laissent pas les gens indifférents pour plein de raisons culturelles, pour ce qui est de la robotique, depuis longtemps dans les livres, au cinéma, dans les dessins animés, il y a des robots partout. Donc les gens ont un avis sur les robots en général, et sur l'IA, bien sûr aussi, parce que intelligence artificielle, voilà, donc c'est un concept qui en soi, dans sa dénomination, interpelle.
interpelle la plupart des gens. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est bien choisi, peu importe, mais quoi qu'il en soit, ces deux concepts-là sont des surfaces de projection pour les gens. C'est-à-dire que, ils se projettent dans les robots, en particulier les robots humanoïdes, donc ils projettent une certaine intelligence, émotion, tout ça, qu'il n'y a pas, quand même, souvent. Et puis l'intelligence artificielle, qui, bien sûr, est aussi une surface de projection, sujette au fantasme, bien sûr. Donc, de l'importance de ces deux concepts par rapport à d'autres sujets scientifiques sur la médiation, elle est vraiment très importante parce que les gens se font un avis de toute façon. Donc, autant expliquer, voire apprendre ce qui se passe sous le capot. Super, merci beaucoup, Olivier. Peut-être, François, avant de te donner la parole, Sarah, c'est peut-être en complément à ce que disait Olivier. Oui, merci beaucoup. Nous, à la Ligue Nouvelle-Aquitaine, ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur la question de la RoboCup. Et du coup, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit en amont sur le formidable vecteur que peut être la RoboCup. C'est un projet qui est vraiment très complet et qui permet vraiment aux jeunes de se transformer. Et on l'a vu, on a accompagné à peu près une cinquantaine d'équipes depuis 2018 sur l'ensemble de la région. Donc nous, on est un collectif donc régional avec une structure par département. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir des informations sur comment vous pouvez être accompagné pour participer ensuite à la RoboCup, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais mettre mon contact donc dans la conversation. Et la nouveauté, c'est que nous avons produit, là, à la fin de l'été, un livret d'accompagnement des structures, donc hors scolaire, qui souhaiteraient se lancer dans la RoboCup, qui essayent de répondre à toutes les questions que peuvent avoir des structures, des animateurs, même des bénévoles, des parents qui voudraient accompagner des jeunes à participer à la RoboCup. Et je vais vous mettre, si vous le souhaitez, donc le lien de téléchargement voilà, dans le chat. J'espère que ça va fonctionner, puisque c'est un lien qui mène vers mon drive. Et voilà, encore une fois, je reste disponible si jamais il y a des questions, et je serai ravie de travailler avec de nouvelles structures sur la région. C'est super, merci beaucoup, Sarah. Je pense que je ferai un mail récap aussi avec les différentes ressources. Comme ça, voilà, on pourra le partager à toutes les personnes qui étaient là, si jamais. Françoise? Eh ben, c'est super. Alors, c'est vraiment un complément ou même, ça a quasiment répondu à la question que j'allais poser parce que, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille avec Simon sur la dissémination de la culture scientifique sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, on est rapidement, on rentre en contact avec des porteurs de projets, des gens qui sont des fois pas du tout acculturés à la robotique, d'autres qui, au contraire, utilisent cet outil en médiation auprès de leur public. Et donc, je me demandais justement comment les rapprocher de vos structures. Alors, je ne savais pas auquel des intervenants, les 3, même 4 en comptant Sarah, il fallait que je m'adresse, mais donc Sarah vient quasiment de répondre à la question que je voulais poser. Comment, par exemple, j'ai un exemple que vous connaissez peut-être parce que je ne sais pas justement comment il est engagé auprès de vous, un animateur d'une médiathèque à Marsac-sur-Lille qui s'appelle Le Diapason, qui s'appelle Arnaud Zani. Si vous le connaissez, tant mieux, ça prouve qu'il est... Voilà. Mais typiquement, je me disais, mais il n'est pas là au rencard cet après-midi, il devait être occupé, mais c'est le genre d'animateur sur le territoire qui peut porter une équipe ou qui peut en tout cas s'engager dans la dynamique. Donc, je pensais à lui, mais il y en a d'autres dans notre réseau, on va dire. Et donc, c'est super. Merci Sarah de ce que vous nous avez dit parce que ça va nous permettre, Simon et moi, de diffuser cette information dans le réseau. Je me permets de répondre par rapport à Arnaud. Arnaud a participé à la RoboCup en 2019. Ben oui, il me semblait, mais je sais que cette année, il n'était pas. Et donc, je me demandais comment on pouvait continuer à soutenir ses actions, etc. Et je l'ai eu. En plus, j'ai vu qu'il m'a laissé un message. Donc, c'était peut-être pour me dire qu'il ne pouvait pas venir aujourd'hui au réseau, en ligne. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Pour terminer, s'il n'y a pas d'autres questions, on en a parlé pas très rapidement, on a évoqué l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que moi, toutes ces thématiques-là, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, donc excusez-moi si c'est des questions un petit peu bêtes. J'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Alors en effet, Olivier, vous parliez justement de l'absence d'émotion qu'on pourrait prêter
on pourrait prêter peut-être des a priori sur l'intelligence artificielle. Donc, pour les acteurs qui souhaitent se saisir de cette thématique-là, d'après vous, est-ce qu'il y a des volets ou des thématiques liées à l'intelligence artificielle qui sont primordiales à aborder en premier pour voilà, commencer à sensibiliser les publics sur ces questions-là? Par quoi est-ce qu'il faudrait commencer, d'après vous, pour voilà, faire de la médiation sur l'intelligence artificielle? Pour faire de la médiation, je ne sais pas, par défaut. Bon, d'abord, juste en préambule, l'intelligence artificielle, c'est très très mal défini, hein. C'est-à-dire, aujourd'hui en particulier, on ne sait pas, ça regroupe beaucoup de techniques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. On peut presque le voir comme un rebaptême du mot informatique, hein, tout court. Beaucoup de parties de l'informatique se revendiquent de l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, pour des raisons plus ou moins louables. Bon, alors par quoi commencer? C'est difficile à dire, l'intelligence artificielle. Peut-être que ce serait commencer par une redéfinition, comme vous l'avez dit. Elle est née avec. Oui, non, mais en tirer une définition, c'est un peu peine perdue, hein, parce que c'est un concept flou, hein, quand même. Tout comme l'intelligence, d'ailleurs, hein, probablement. Mais bon, alors, on peut se risquer à. Historiquement, des algorithmes qui sont de recherche, de résolution de problèmes, comme Astar, par exemple, dont on se sert pour jouer aux échecs, par exemple, ou pour jouer à Tetris. Enfin, par exemple, hein, ça peut donner. Bon, d'abord, en fait, médiation, là, je rentre de toute façon tout de suite dans la technique, donc c'est difficile, hein, quand même, hein. Oui, après, dans la médiation, on passe beaucoup par le faire, hein, aussi. Donc, c'est mettre Ouais. les gens, les publics en situation. Donc, en effet, ça peut être des pistes à explorer. Après, voilà, et encore une fois, à qui on s'adresse, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas bien, en fait, franchement. Aujourd'hui, à mon sens, un des cœurs de l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes d'apprentissage. Et il faut quand même un certain degré de technicité pour aborder un réseau de neurones ou un algorithme de renforcement. Voilà. Alors après, on peut y être sensibilisé par un exposé, quoi, mais il y a les réseaux les plus simples, hein, des perceptrons. On peut faire des TP qui marchent un peu, mais déjà, il faut savoir un peu programmer, hein. Enfin, je pense que Cédric ou Laurent répondront bien mieux que moi. Ça marche, merci. Oui, Cédric, Laurent, est-ce que vous voulez compléter? Oui, il y a une initiative, je vous ai mis le lien là dans le chat, qui a été réalisée par les gens de Timio, qui ont couplé un Timio avec une boîte qui s'appelle Alpha AI, hein, je pense que c'est un de leurs chercheurs, et justement qui est là pour montrer ce qu'est un réseau de neurones de manière très simple, vraiment très basique. Et c'est vrai que c'est moi-même, hein, comme toi, hein, Olivier, je suis très sceptique au départ par rapport à ça, et je pense que là on a une approche. Je suis pas sceptique, hein, j'ai pas d'idée, juste. Oui, bah voilà, s'il faut des idées, moi je suis sceptique quand il faut des idées sur un sujet aussi large, pour les enfants en plus. Et là j'ai l'impression qu'ils ont trouvé une solution qui est plutôt graphique et qui est plutôt maligne et qui permet peut-être d'ouvrir le sujet. Hein, c'est un départ, je pense, de quelque chose. Alors évidemment, tout ça, il faut le tester, hein, c'est comme d'habitude, hein, donc on est vraiment dans du très neuf. Déjà, j'ai l'impression qu'on fait du Timio, on reste même sur des classiques dans la robotique qu'on fait depuis très longtemps. Donc ça, au moins, on va dire qu'on le maîtrise, hein. L'IA, bon, ça bouge quand même beaucoup, donc on va attendre que ça se tasse un tout petit peu, je pense. Mais tu as raison, hein, c'est un sujet qui est, voilà, tout le monde ne parle que de ça. Et encore, je trouve que ça va un tout petit peu mieux là. Ça commence à se digérer un peu là. Les gens commencent à être un peu moins inquiets, j'ai l'impression. Et jusqu'à quand même l'avènement, par exemple, en ce moment, hein, vraiment de l'IA générative qui est complètement démentielle, hein, et dont les gens ne se rendent pas tout à fait compte encore, hein, probablement de l'ampleur, à mon sens. Hein. Tout à fait, ouais. Moi, j'aurais voulu compléter justement par rapport à l'IA. Dont mes jeunes, moi, qui avaient gagné on stage donc à Bangkok, utilisaient de l'IA Google pour faire de la reconnaissance d'images via une caméra. Donc, ça, ils utilisaient un outil
Et effectivement, comme vous disiez, c'est totalement différent du mot dont on entend sans arrêt parler de ChatGPT. Maintenant, on a des jeunes qui sont en entreprise qui, pour répondre à un mail, envoient un cahier de charge à ChatGPT qui génère le mail. Et là, je parle de concret, je l'ai vu, je me suis fait avoir parce que le rendu était exceptionnel, c'était sans faute. C'est-à-dire, c'était structuré, c'était. Et on ne parle pas du tout de la même chose, en fait. On met tout ça, on englobe tout ça dans l'IA, mais en fait. C'est des technos qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on parle justement de l'IA générative, là, on tombe sur des choses mais qui sont totalement bluffantes. Avec, moi, j'en discutais hier à Erasmus avec des collègues anciens enseignants aussi, à savoir, beaucoup de gens vont se décharger là-dessus pour faire pas mal de tâches. Et en tant qu'enseignant, je trouve que c'est assez alarmant parce qu'en fait, bon, autant moi, prof de physique, peut-être que j'ai un peu plus de temps, mais pour tout ce qui est des profs d'histoire, de langue, de lettres, et ainsi de suite, les productions maintenant, les productions faites maison, ça va être très compliqué. Parce que le niveau de qualité, même si on peut programmer le niveau de qualité, on peut le quantifier de telle sorte qu'il y ait des fautes d'orthographe, la construction des phrases, tout ça, tout est paramétrable. Donc pour les profs, franchement, ça va pas être une partie de plaisir. Bah, je sais pas, des choses vont changer, mais. Super, merci beaucoup à tous les trois. Ce que je retiens donc, c'est que on a du travail. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Il est 15h03. On n'est pas trop mal niveau timing. Je vais vous faire passer les différentes coordonnées et puis les liens qui ont été partagés par tout le monde pendant cette petite heure. Oui, Françoise, vas-y. Est-ce qu'on a de quoi annoncer la date du prochain rencard pour ceux qui sont en ligne? Excuse-moi de te prendre un peu de cours parce que je viens juste d'y penser, j'aurais cherché sinon avant, parce que maintenant on s'est calé tous les 2 mois et je crois que le prochain est déjà calé, mais je me souviens plus de la date, je suis désolée. Alors, donc, le prochain. 21 novembre, Ouais, ça doit être ça. sur le thème de l'eau et l'océan. Ouais, c'est ça. Voilà. Et j'en profite, merci Françoise, tu me fais un rappel. Donc, c'est pas officiel pour l'instant, mais normalement, on aura la confirmation en novembre, mais normalement, le fameux programme d'animation des initiatives de culture scientifique non barbare pour parler des appels à projets qu'on pilote pour le compte de la région, et sera normalement relancé pour 2024 avec 3 thématiques, toujours la thématique généraliste qui vous permet d'inscrire toute typologie de projet, une thématique eau et océan bien sûr, et aussi une thématique inclusion qui est très large, qui vise justement à redonner une définition du mot, donc pas simplement inclusion, mais tout ce qui est accessibilité, diversité, équité, inclusion. Vous en saurez plus dans le règlement, mais vous pouvez commencer d'ores et déjà à réfléchir à des actions qui pourraient rentrer en lien avec ces thématiques-là si vous souhaitez postuler. Et je termine par la dernière annonce en mode fin de la messe. Je vous annonce la suite. N'oubliez pas que la fête de la science est de 6 au 16 octobre. C'est très bientôt sur la thématique sport et sciences, mais toutes les sciences sont les bienvenues dans la fête de la science. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter la programmation pour vous, pour vos élèves, pour vos amis, pour les gamins et pour les grands. Voilà. Merci tout le monde, merci à nos 3 intervenants, merci. À vous qui avez participé à ce rencard et puis on se donne rendez-vous en novembre. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci de l'invitation. Au revoir.